Bonjour à toutes et à tous, est-ce que vous m'entendez bien? Vous me voyez bien? Surtout mon écran, c'est plus important. Est-ce que vous m'entendez bien? Un, deux, deux. Ah, nickel, merci Laurent, salut à toi. Allez, on y va, il est 9 heures, lundi 29 juillet 2019. Vous le savez, cette semaine, c'est le rendez-vous tant attendu de la Réserve fédérale américaine, mercredi 31 juillet, où Monsieur Powell va statuer sur ses taux directeurs. Alors, la semaine dernière, on a eu, pour aller très rapidement, sur le sujet de la Banque Centrale Européenne, la BCE, rendez-vous très attendu. Pourquoi? Parce qu'il y avait des anticipations d'annonces, en tout cas de préparation d'annonces de quantitative easing. Mais a priori, les membres de la Banque Centrale Européenne n'ont même pas discuté d'une possibilité de baisse des taux. Alors pas les taux directeurs parce qu'ils Alerte sont déjà à déclenchée. zéro depuis maintenant 4 ans, mais d'une baisse des taux, d'autres taux qui permettrait de réinjecter en gros l'argent dans l'économie réelle et plus particulièrement les banques, donc d'accorder des crédits plus facilement à des taux d'intérêt plus bas, etc. etc. Donc du coup, on a eu une espèce de double effet qui se coule sur les marchés, plus particulièrement sur les marchés en zone euro et sur l'euro-dollar. Donc du coup, le marché s'attendait à tout ça, donc a été un peu douché. Donc on a eu une grosse bougie impulsive jeudi baissière sur les indices, plus particulièrement sur le DAX et sur le CAC, donc sur les indices en zone euro, même d'ailleurs sur l'IBEX, que sur les indices américains qui eux tiennent encore, etc. etc. Surtout le SP 500, surtout le Nasdaq. Le Dow Jones c'est un peu plus faible, mais globalement tout tient. Le deuxième effet qui se coule, donc on a eu également l'euro-dollar bien évidemment derrière qui s'est envolé, et il s'est envolé de manière très brève. Ça c'était le premier effet qui se coule, logique vis-à-vis d'une attente du marché par rapport à un quantitative easing. Vous savez, quand il y a la planche à billets qui tourne, les actifs risqués montent, les actions, les indices, et l'euro baisse. Et lorsqu'elle ne fonctionne pas, en tout cas si elle n'a pas été, si les attentes euh, n'ont pas été comment dire, assouvies, on va dire, et bah du coup on a eu une remontée de l'euro et un repli assez conséquent, en tout cas la séance de jeudi des indices. Sauf que bah, le marché finalement derrière s'est stabilisé, l'euro-dollar est parti à la baisse, on est d'ailleurs sur les plus bas annuels, et les indices finalement ont légèrement, ou en tout cas corrigé, une grande partie de cette impulsion baissière qu'on avait eue jeudi. Pourquoi? Parce que on a eu notamment au niveau du PIB américain le vendredi, qui est ressorti sur la première estimation du trimestre passé. La première estimation est l'une des plus importantes parce que c'est celle où le marché est en train de s'ajuster, c'est là où il y a le plus de surprises par rapport aux attentes, est ressorti légèrement meilleur que prévu en termes de PIB sur le dernier trimestre, en tout cas sur la première estimation aux États-Unis. Donc on a eu le dollar qui a à nouveau repris sa course, sa folle course haussière ascendante, qui est maintenant sur des niveaux, des records, on va le voir juste après, importants. Donc du coup, l'euro-dollar s'est replié puisque le dollar est beaucoup plus fort que l'euro. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est les indices. Bah, finalement, lorsqu'il y a des mauvaises nouvelles,
et bah tant mieux parce que ça veut dire que la Fed va agir, donc ça fait monter les marchés. Et lorsqu'il y a des bonnes nouvelles, et bah tant mieux parce que c'est des bonnes nouvelles. Voilà, donc le marché voit la vie en rose, est très optimiste, en tout cas pour le moment. On va le voir après. Au niveau des configurations, on n'a pas eu de comment dire, on n'a pas eu de gros signal, qui soit d'ailleurs baissier ou haussier, en daily, en swing. Ça fait depuis le début du mois de juillet quasiment. Si vous avez éteint, vous êtes parti en vacances depuis le 30 juin ou le 1er juillet, vous êtes revenu là maintenant, on est le 29 juillet. Au final, vous regardez ce qui s'est passé. Bon, il s'est pas passé grand-chose, sauf l'euro-dollar qui s'est replié. L'or ne bouge plus. L'euro-dollar est sur ses plus bas. Et les indices, finalement, sont dans des espèces de range complètement plat. Alors des ranges, certes, il y a toujours des choses à faire, à exploiter, machin, on vend en haut, on achète en bas, bon ça c'est facile après coup. Mais voilà, on n'a pas de signal baissier suite d'ailleurs à l'intervention de jeudi, à l'impulsion baissière qu'on a eue, on s'est même pas fait peur entre guillemets, que ce soit sur l'IBEX, que ce soit sur le DAX, que ce soit sur le CAC. Alors sur l'IBEX, c'est l'indice espagnol, si vous ne le connaissez pas. Il y a eu quand même quelque chose qui est très important, on va le voir juste après. Donc voilà, finalement, les tendances se poursuivent sur les indices, des ranges en daily. L'euro-dollar toujours dans une dynamique baissière, mais il est revenu sur des plus bas annuels. Le pétrole ne bouge plus, on l'avait vendu, notamment sur IVT, à 60 dollars, plus particulièrement sur le WTI. Il s'est arrêté à 55 dollars, maintenant il bouge quasiment plus. Et l'or est dans un range, on va le voir juste après. Donc on a eu des premières impulsions baissières, très important cette semaine. Il y a beaucoup de publications de résultats, notamment Apple, etc. etc. Donc pour le moment, 75% des publications qui ont été réalisées au sein des actions qui composent l'indice, donc cet indice américain-là, qui est pas le plus gros parce qu'il y en a un plus gros qui s'appelle le Russell, mais le SP500 est quand même composé d'énormément d'actions, donc c'est quand même assez représentatif du marché, en tout cas d'un point de vue microéconomique. Pour le moment, 75% des publications ressortent meilleures que prévu. On a eu notamment la semaine dernière des très bonnes publications de Alphabet, donc de Google, et l'autre je ne me rappelle plus, bref ça va me revenir. Bref, encore une semaine chargée en résultats. Cette semaine, la Fed très attendue, 100% de chance que la Fed baisse ses taux, 80% de chance, en tout cas attendue par le marché, 80% attendent une baisse des taux de 25 points de base, d'accord, donc de 0,25%, et 20% du marché s'attend à une baisse de 50 points de base, c'est-à-dire un demi-point, c'est-à-dire 0,5%. Maintenant, la question à laquelle le marché va devoir répondre, j'espère en tout cas cette semaine, c'est justement suite à ces impulsions baissières et suite au ralliement de l'euro-dollar proche de ses plus bas annuels, est-ce que le marché va se souvenir de ce qui s'est passé la semaine dernière vis-à-vis de ces bougies impulsives baissières? On va le voir ensemble. Donc pour le moment, je garde mes plans de trading. Je vais vous en évoquer quelques-uns ici, notamment sur les indices et plus particulièrement exemple sur l'euro-dollar. Je vais vous expliquer ce que j'ai fait et qu'est-ce que je compte faire cette semaine. A priori, il n'y a pas forcément besoin d'être ultra actif pour le moment. D'accord, on a eu encore une fois des impulsions baissières, on est en train de retracer. Il n'y a pas véritablement de gros signal, de grosse impulsion qui a été donnée depuis la semaine passée, en tout cas depuis le début d'ailleurs du mois de juillet. Par contre, il va falloir se tenir prêt à renforcer les plans s'ils se valident. D'ailleurs, il y a une faute ici d'orthographe. Enfin, une coquille. Alerte déclenchée. Si les niveaux clés qu'on va mettre en évidence et qu'on a mis en évidence en ce début de semaine lâchent, et si cette impulsion donne enfin lieu à la validation de ce qu'on a eu la semaine passée. Ok, voilà pour l'intro, c'est très rapide, ça sert à rien d'essayer de tout décrypter de A à Z. Je vais vous partager tout de suite mes graphiques, ça va être, j'espère, beaucoup plus clair pour vous. Donc, je vais commencer, je vais vous faire ici, hop, très brièvement, je vais vous enlever mes trucs, ça sert à rien, en hebdo. Alors, sur le CAC, vous le savez, CAC, on est sur des plus hauts annuels, pour moi, des plus hauts annuels.
Pour moi, c'est hors de question de payer et d'anticiper le fait que cette zone cède. Pour moi, je préfère, je vais pas dire être bloqué à la vente qu'à l'achat, mais en tout cas, je préfère chercher dans ce contexte-là et dans cette logique de timing d'intervention des stratégies vendeuses, des shorts que des achats. Tout simplement en termes de timing, tout simplement en termes de catalyseurs pour le moment haussier qui ne permettent pas de justifier qu'on explose par le haut. D'ailleurs, on a fait une espèce de bull trap au-dessus des 5670 sur le CAC cash, au-dessus des 5670 et derrière on a réintérêt. Donc plutôt que d'essayer d'être à l'achat à 5670, je préfère essayer de chercher des ventes et d'ailleurs on est à la vente toujours sur IVT à 5610 pour le moment et c'est une seule position tout simplement parce que vous voyez très bien qu'il y a 5545 et je vais mettre tout de suite en daily 5545 c'est une zone de support intermédiaire daily tant qu'on ne pète pas sous 5530 5540 il n'y a pas de signal baissier très très fort le signal la première indication baissière relativement forte c'est cette bougie rouge donc qu'on a eu jeudi d'accord cette bougie rouge c'est quoi c'est une englobante baissière. C'est quoi une englobante? On ouvre au-dessus des plus hauts de la bougie précédente. Donc psychologie super haussière sur les indices, sur les plus hauts annuels. Derrière ça saute, on y va, on pète la résistance, on y va. Bull trap, finalement on réintègre. Le marché switch tout de suite. On clôture la bougie de la journée, la bougie daily, en dessous des plus bas de la veille. Donc ça c'est quand même un retournement psychologique relativement fort, je dis bien relativement fort parce que pour le moment, ça n'a pas été appuyé par une nouvelle impulsion baissière, ça n'a pas été appuyé par la rupture d'un précédent support daily qui correspond aux 5535 points. Donc comme je vous l'avais déjà dit la semaine passée, je préfère chercher des ventes. Chercher des ventes, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on attend des zones d'intervention, on attend des signaux clairs, etc. Donc on a eu cette englobante baissière sous des plus bas, sous des plus hauts annuels, avec une englobante baissière daily. Normalement, c'est un signal fort. Sauf que, tant qu'on ne pète pas les 5535, on a pris pour le moment une position baissière et maintenant, on attend que la Fed réagisse. Ok? Donc voilà pour le moment la stratégie, la position en cours qu'on a d'ailleurs sur IVT et que j'ai également. Tant qu'on ne passe pas sous 5535, pour le moment, les stratégies vendeuses, ça sert à rien d'essayer d'enfoncer le clou. D'accord? Ça sert à rien d'appuyer fort sur le bouton vente parce qu'on n'a pas eu pour le moment de validation de tout ça. On a eu des prémices de signaux, on a eu des signaux quand même relativement forts, bull trap, échec sur les plus annuels, englobante baissière, grosse impulsion baissière qu'on a eu ici, regardez la bougie horaire qu'on avait eu sur le CAC et sur tous les autres indices, plus particulièrement européens. Sur le CAC, pour le moment on l'a retracé de 50%. On a échoué à passer au-dessus de cette zone. Ce matin, on ouvre en gap baissier. Donc là, pour le moment, ça me conforte dans le fait que pour le moment, je ne cherche que des positions à la vente et que le plan vendeur, les positions à la vente qui sont déjà ouvertes, pour le moment, sont conservées. Voilà. Et vous voyez ici cette bougie impulsive baissière. Il va falloir quand même un gros catalyseur pour pouvoir justifier le fait qu'on l'invalide, qu'on les fasse, qu'on retourne sur les plus hauts annuels, etc., etc. Voilà. Voilà ma stratégie, ma vision des choses. Après, bien évidemment, soit on la partage, soit on ne la partage pas. Les objectifs, c'est quoi? À très court terme, c'est tout simplement la bande de Bollinger inférieure ici en H1. Et c'est les 5535. Tant qu'on ne passe pas en dessous, objectivement, d'un point de vue vraiment très objectif, encore une fois, il faut essayer de prendre un petit peu de recul avec ses positions, avec pas ses convictions, mais son analyse et son interprétation et le scénario privilégié. Ça sert à rien pour le moment de dire ouais ça va baisser, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr, d'essayer d'allumer un cierge et de serrer les fesses très fort en espérant que ça parte dans son sens en mode all-in. Là l'objectif c'est de commencer à travailler une position, travailler plusieurs positions peut-être sur d'autres indices, à la vente en tout cas c'est le scénario privilégié, c'est le scénario qu'on privilégie, mais tant qu'on ne passe pas sous cette zone ça sert à rien d'insister, ça sert à rien de rester collé. Si jamais on repasse au-dessus des plus hauts, et bah tant pis. Le stop il est au-dessus des plus hauts, le stop il est peut-être un peu plus bas pour les plus prudents, mais pour le moment ça sert à rien d'essayer d'appuyer plus que ça. Même si encore une fois, et c'est pour ça qu'il faut vraiment avoir cette humilité, cette prise de recul, de dire ok, mais pour le moment on est dans une phase de stabilisation latérale depuis le début du mois de juillet. Tant qu'on normalement on a plus de chances d'en sortir par le haut que par le bas. Sauf qu'il y a tous ces éléments, englobante baissière, bull trap sur les plus hauts annuels, qui m'empêchent d'un point de vue psychologique et même d'un point de vue technique
de travailler à l'achat des positions swing. Je parle ici en swing. Je parle ni de scalping sur des unités de temps 5 minutes, ni d'intraday sur des positions 15 minutes ou horaires, d'accord, voire en dessous du 15 minutes, d'accord. Donc ça, il faut vraiment faire attention à ces unités de temps parce qu'il y en a beaucoup qui, lorsqu'ils prennent une position, ils se mettent tout de suite en 1 minute et là, ça monte, ça baisse, ça monte, ça baisse, ça monte, ça baisse. Donc, il faut, un, garder sur son unité de temps et deux, surtout pas se mettre en exposition en levier max parce que sinon, effectivement, on est psychologiquement très fragile, que ce soit vis-à-vis de sa position et vis-à-vis des bruits qu'on a un petit peu à l'extérieur en disant oui, non, mais peut-être que en fait le marché va continuer à monter, machin, etc. On a un plan, il n'est pas invalidé, il n'est pas validé et on enfoncera le clou si jamais il se valide en passant sous les plus bas. Concernant le DAX c'est plus ou moins la même situation. On a eu cet englobant de baissière ici en daily. On est certes toujours dans une tendance haussière en daily au-dessus des 12 200 points. 12 200 points, c'est la grosse zone depuis les plus bas annuels, depuis les plus bas de l'année, depuis le début de l'année. C'est la grosse zone sous laquelle on invaliderait toute la tendance haussière qu'on a mis en place depuis le premier semestre 2019. Pour le moment, ce n'est absolument pas le cas. On a eu une bougie impulsive baissière de la même manière que sur le CAC, ici en horaire. Pour le moment, on ne l'invalide pas tant qu'on reste en dessous des 12 445. On repasse au-dessus des 12 045, ça invaliderait dans un premier temps tout ça. Mais pour le moment, encore une fois, on privilégie pour le moment les positions vendeuses de manière light, d'accord, pas de manière ultra appuyée, pas de dire le marché va s'effondrer, etc., etc. Absolument pas. C'est de prendre une position dans une optique de swing avec les éléments que nous a donné le marché la semaine passée, notamment cet englobant de baissière, etc., etc. Ok. Donc première ni grosse zone, c'est 12 002. 12 002, on les pète, on verra plus tard. Pour le moment, l'objectif, c'est tout simplement de prendre un petit peu de recul et d'avoir des positions un petit peu light pour le moment. Concernant l'IBEX, et c'est ce que je vous disais un peu en intro entre guillemets, sur le l'IBEX, donc l'indice espagnol, on a eu une mèche énorme et c'est aussi ça qui nous a peut-être permis, mais après c'est pas en fonction de l'IBEX qu'on va prendre une position sur le DAX, c'est pas en fonction du CAC qu'on va prendre une position sur le dos et c'est pas en fonction du SP500 qu'on va prendre une position sur le DAX. Mais parce que les indices ne sont pas corrélés, mais parce qu'ils ne sont pas composés des mêmes actions et qu'on est dans une période de publication de résultats et qu'en fonction des résultats, des plus fortes pondérations des indices, les indices vont réagir différemment. Mais sur l'IBEX, vous voyez, on est à peu près dans la même situation de manière. Donc c'est pour ça que je dis à peu près, mais différemment. Vous voyez ici qu'on a une grosse zone de résistance à 9004, 9330. Une fois, deux fois, etc., etc. 3, 4, 5, 6, 7, 8. On a fait une grosse mèche au-dessus, un espèce de gros bull trap. Il y a des stops très certainement qui sont déclenchés. On a fait la bande de Bollinger supérieure en daily qui reste plate. On a réintégré, etc. Et derrière, on a mis une grosse impulsion. Le problème de l'IBEX, encore une fois, c'est que on est tout de suite sur des zones support très très fortes. Ça, je l'avais évoqué en live sur IVT. 9150, une fois, deux fois, trois fois, de la même manière que la zone de résistance au-dessus qui est travaillée de manière multiple et à plusieurs reprises. Ici, vous voyez, on est refait 9150. Donc là, le timing d'intervention, une fois qu'on fait cette grosse mèche, vendre 9002 pour viser 9150 et avoir un niveau d'invalidation à 9004 voire 9470. Le ratio, ce qu'on appelle le ratio risk-reward, le ratio potentiel sur le risque que l'on prend, est trop faible pour pouvoir prendre une position proche d'une zone support très forte. Donc pour le moment, on est tout simplement dans un range. Vaut mieux essayer, en tout cas pour moi, j'estime qu'il est plus intéressant d'essayer d'exploiter les ventes au-dessus, éventuellement si on est très offensif, les achats ici. C'est le principe même de définition d'un range. Je préfère rester à l'écart étant plutôt une vision short sur le marché, même si pour le moment elle n'est pas confirmée, même si pour le moment elle n'est pas invalidée, d'attendre le retour éventuellement de l'IBEX autour de cette zone des 9300, 9360 pour prendre des positions à la vente sur signal baissier plutôt que de vendre ici proche d'une zone support. Donc pour le moment je ne suis pas short, je ne suis pas de position sur l'IBEX, mais voilà, ça vous donne un petit peu tout ça. Sur le Nikkei, j'avais un plan de trading
lundi de la semaine passée de chercher des ventes sur 21 800, sur le même principe qu'on est dans un range sur le CAC, sur le DAX, sur l'IBEX, sur le Nikkei, c'est exactement la même chose. Donc, lorsqu'on arrive proche des 21 000, on se relâche. Lorsqu'on arrive proche des 21 800, on cherche des ventes. On a fait 21 800, pile poil. Et derrière, on a donné des premiers signaux baissiers. Sauf que là, encore une fois, il va falloir confirmer ces impulsions baissières et les prémices de signaux baissiers qu'on a eu en daily, en tout cas sur des unités temps plutôt à très court terme, en horaire, suite à la Banque Centrale Européenne, etc. la semaine passée. 21 500, tant qu'on ne pète pas en dessous de 21 500, on n'a pas de confirmation de tout ça. Donc, l'objectif, c'est d'identifier ces zones-là. Sur ces zones-là, je prends position sur des signaux baissiers. J'ai mes signaux baissiers, je m'enflamme pas, je m'emballe pas, je panique pas. J'ai mon stop, j'ai mon invalidation. Ça se confirme, tant mieux. On prend une première zone 21 500. On sécurise la position au minimum, voire on la lèche si on a une grosse position. Si on a une petite position, ce que je préconise vraiment dans ce marché de range depuis le début de l'année, c'est plutôt de prendre des positions très faibles, de sécuriser la ligne et puis d'essayer de laisser courir le plus longtemps possible. Sauf que pour le moment, laisser courir, c'est pas possible parce qu'en swing, il se passe rien. Donc c'est d'essayer d'attendre le plus longtemps possible avec la position et de se dire, ok, si on passe sous cette zone des 21 500, eh ben, j'enfonce le clou, je reprends des positions à la vente. Alors mon prix de revient va baisser, certes, mais au moins je serai dans le sens du flux. Voilà. Pour moi, c'est un peu ça l'optique, la stratégie de cette semaine, en tout cas de ce mois de juillet, peut-être même de ce mois d'août. Voilà la vision globale, un sens, un plan. J'ai des zones d'intervention sur lesquelles je suis déjà positionné. Par contre, je ne m'enflamme pas et j'appuierai, j'enfoncerai le clou, je renforcerai ces positions à la vente si ces zones support sont enfoncées, parce que ça signifiera, ok, le plan il commence à se mettre en place, enfin. Voilà. Et c'est comme ça qu'on gagne de l'argent, c'est pas en prenant 5 points à droite, à gauche, toutes les heures. Et puis le jour où on est contre le flux, eh ben, on se fait avoir et on perd 200 points et on perd finalement les 50 trades d'avant qu'on a clôturé en positif. Sur les indices US, je ne vais pas trop insister là-dessus parce que pour le moment il ne se passe pas grand-chose. On est toujours dans des ranges de la même manière, hein. Donc tant qu'on ne passe pas en dessous de ces zones-là, notamment sur le dos, les 27 000 points. Le SP500 est beaucoup plus fort. Vous voyez que j'ai une zone d'alerte à 3002. Sous 3002, oui, là effectivement, on aura une réintégration de ce range, un breakdown, c'est-à-dire la rupture des plus bas de la bougie daily précédente qui nous permettra derrière éventuellement d'enfoncer le clou sur des positions à la vente sur les indices américains, mais pour le moment c'est absolument pas le cas. Je préfère me concentrer sur des positions à la vente sur les indices qui sous-performent, c'est-à-dire qui baissent plus vite que les autres et ils montent moins vite que les autres, que d'essayer de vendre le point haut sur ces indices américains qui pour le moment ne baissent pas. Sur l'euro-dollar, de la même manière, la semaine dernière j'avais pris une position à l'achat sur l'eurodoll. Pourquoi j'ai pris une position à l'achat sur l'eurodoll? C'est très simple. C'est à 11,20. Je vais vous mettre ici en weekly. À 11,20, c'est la zone sur laquelle j'insiste depuis le début de l'année, sur laquelle je ne fais que travailler, à l'achat. Alors à chaque fois on me dit, ouais mais Xavier, tu comprends, regarde l'impulsion et tout, ça va péter. À chaque fois qu'on fait un 11,20, on me dit ça va péter, finalement c'est le point bas. L'objectif, c'est pas d'avoir le point bas, c'est d'attendre la réaction de l'eurodoll sur cette zone et de travailler à l'achat. Je travaille à l'achat, on revient sur la zone, je travaille à l'achat, on revient sur la zone, je travaille à l'achat. La semaine dernière, Banque Centrale Européenne ou pas, on arrive sur la zone, j'attends la BCE, on fait une petite mèche, tac, 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 finalement on réintègre. Je paye, si vous êtes chez IVT, vous le savez, à 11,35. Impulsion haussière, à 11,80, c'était plutôt 1,12,20. Pour moi, 1,12,20, la première grosse zone de résistance. On a échoué. Ok, le dollar est en train de se reprendre parce qu'on a une anticipation, notamment que la Fed, finalement, ne fasse pas de double baisse des taux le 30 Alerte juillet. déclenchée. Donc, je sécurise ma position à 11,35. Je suis stoppé ABE, c'est pas grave. Je remets
un ordre d'achat au-dessus de 1,1153, il n'a pas été déclenché. On revient sur les 11,20. J'attends très certainement maintenant que la Fed parle le mercredi pour pouvoir reprendre une position. J'ai déjà une première alerte sur 1,1135, 1,1140 qui me permettrait de dire ok, la zone retient, on relance, encore une fois, je retravaille à l'achat, etc. Voilà. Alors, pourquoi l'achat? Peut-être vous me direz, les tendances sont baissières sur toutes les unités de temps, que ce soit en daily, en weekly, etc. Pour moi, le timing d'intervention ici à 11,20 n'est pas très intéressant. Donc, pour le moment, va falloir attendre très certainement ce qui se passe autour de la Fed et de voir la réaction du marché pour reprendre une position à l'achat si un signal est donné, s'il y a une impulsion et si le niveau tient bel et bien le choc. Voilà. Voilà ma stratégie. J'ai qu'un sens pour le moment. Ça veut dire oui, si on pète la zone, on va plus bas. Et si on pète pas la zone, on va plus haut. Ouais, d'accord. Mais enfin bon, là, il n'y a pas besoin de faire d'analyse technique ou quoi que ce soit pour le moment pour mettre une flèche vers le bas ou pour mettre une flèche vers le haut comme ça. Voilà. Donc là-dessus, tout le monde est capable de le faire. L'objectif, encore une fois, c'est d'avoir un plan, une zone, des signaux dans une zone. Si ça tient, s'il y a une impulsion, on va là où se passe l'action. Et s'il se passe l'action là-dessus, eh ben, j'irai comme la semaine dernière, tout simplement. Du coup, sur l'or, vu qu'il y a l'euro qui était plus ou moins fort la semaine dernière, mais surtout le dollar qui s'est enflammé la semaine dernière, puisque vous le savez, on a eu déjà la Banque Centrale Européenne qui, qui n'a rien annoncé, donc peut-être que du coup la Fed va faire pareil, c'est-à-dire va dire bon, c'est pas grave, l'inflation est basse, l'économie, en tout cas les perspectives sont en train de se replier, vous inquiétez pas, ça va repartir. On fait une petite baisse des taux d'un quart de point parce que comme ça au moins ça soulage un petit peu le marché, parce que le marché s'y attend, et basta. Donc du coup derrière le dollar s'est repris, d'autant plus avec la première estimation du PIB américain qu'on avait eu la semaine dernière sur le trimestre passé qui est ressorti nettement supérieur aux attentes. Ça a renforcé bien évidemment le dollar américain. Le dollar américain pour le moment est en train de faire des nouveaux plus hauts depuis 2018, quasiment, je ne vais pas dire 2017, puisqu'ils sont quand même largement au-dessus. Là, je suis sur le dollar index équipondéré contre le dollar australien, la livre sterling, le yen japonais et l'euro. Donc pour le moment, je ne fais rien sur le dollar américain. Dans la même logique que l'euro-dollar, si je cherche plutôt des achats sur l'euro-dollar, je ne vais pas chercher des achats également sur le dollar. Mais j'ai une première niveau d'alerte sur les 12 368 pour ceux qui utilisent FXCM. Sinon, vous avez le DXY. Le DXY, moi, j'aime pas trop parce qu'il y a surtout de l'euro dedans. Parce que c'est en fonction des échanges commerciaux entre les États-Unis et les autres zones géographiques, les autres devises en question. Donc pour le moment sur le DXY, c'est plutôt 97-90. Donc tant qu'on passe pas là en dessous, il n'y a absolument aucun signal de retournement. On est dans un flux acheteur, de la même manière qu'on est dans un flux vendeur pour le moment sur l'eurodoll. Voilà. Donc je préfère rester à l'écart. Tant pis, on ne peut pas avoir tous les sens sur tous les actifs. Le point haut, le point bas, être dans tous les mouvements, sur toutes les unités de temps, H24, etc. Voilà, sachant qu'en plus on est dans la période estivale, il y en a certains, beaucoup d'entre vous qui êtes en vacances ou qui vont être en vacances. Donc pour le moment, je préfère m'abstenir et attendre si soit il y a un retournement, soit en tout cas il y a des éléments de marché qui me permettent de prendre position dans ce sens-là. Il y a des éléments qui nous ont permis de prendre des positions à la vente sur les indices pour le moment. Il n'y a pas mort d'homme, il n'y a pas de panique, il n'y a pas d'euphorie à avoir pour le moment. On est toujours dans des ranges latéraux. Voilà. Donc sur l'or, de la même manière, bien évidemment, que le dollar s'enflamme, entre guillemets, et ben, l'or, je vous rappelle, n'est pas une matière première. Et surtout une paire du Forex, parce que l'or est libellé en dollars. Toutes choses égales par ailleurs, le dollar monte, l'or baisse. Le dollar baisse, l'or monte. D'un point de vue purement mécanique. Donc, le dollar monte, l'or pour le moment ne peut pas monter parce que le dollar est en train de monter, tout simplement. Donc maintenant, on est sous des zones de résistance, on a pété des zones de résistance, on est sur des niveaux annuels très très importants. On peut avoir un bull trap sur le dollar, je n'en sais rien, on peut ne pas en avoir, mais pour le moment, sur l'or, finalement, depuis début juillet, il se passe
Rien. Alors oui, on a fait 1390, 1450 entre les deux. On aurait pu acheter en bas, en vendre en haut, bien évidemment avec des si. On mettrait entre autres Paris en bouteille. Mais en fait, si vous avez été absent depuis le début du mois de juillet, finalement sur l'or, il ne se passe pas grand-chose. Va falloir surveiller par contre cette semaine les 1425, 1430. Pourquoi? Parce que la Fed va avoir un impact direct sur le dollar. Par effet de contagion, un impact direct sur les cours de l'or et par effet de contagion, ensuite, sur les indices. Ok? Donc pour le moment, je vais surveiller éventuellement l'or qui reste toujours dans une dynamique haussière à chaque fois qu'on a des latérisations, que ce soit sous forme de range latéraux, une fois, deux fois, sous forme de drapeau, de fanion, de tout ce que vous voulez, canal ascendant, triangle symétrique, etc. Il y a 2 semaines, j'en avais parlé, effectivement, on arrivait sur la zone des 3/4 de ce triangle symétrique qui succède à une impulsion haussière. Plus de chances d'en sortir par le haut. On a fait l'accélération haussière et derrière, on a échoué brutalement. Pourquoi? Parce que le dollar américain reste toujours très fort. Je ne vais pas dire que l'or ne peut pas monter si le dollar américain est très fort, parce que vous prenez le dollar ici, il monte depuis début juillet, d'accord? L'or, certes, ne monte pas depuis juillet, mais il monte légèrement quand même, entre 1380 et 1420 dollars, voire même 1450 dollars. Donc l'un n'empêche pas l'autre, mais c'est simplement qu'en d'un point de vue mécanique, on a l'or qui reste quand même toujours très solide. On est toujours dans une dynamique de range, de neutralité pour le moment. Je mets une alerte au-dessus des 1425, 1430 dollars. Et si on repasse au-dessus, eh ben on aura une nouvelle impulsion et on pourra renforcer les positions qui, je vous rappelle, on est à l'achat sur IVT depuis 1320, 1330, 1340, 1380 dollars, etc. sur les cours de l'or. Donc pour le moment, on tient la position tout simplement parce qu'il n'y a pas de signal de retournement. Si jamais on devait passer sous les 1410 dollars, alors là, oui, effectivement, sur les cours de l'or, on réintégrerait le triangle symétrique, ce qui n'est pas une bonne nouvelle. On passerait en dessous de la MM20 ici qui soutient les cours depuis le début du mois de juin, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, etc., etc. Donc là, on aurait une première invalidation et très probablement, on reviendrait sur les 1400, voire 1392 dollars. Pour le moment, la stratégie, le plan de fond, le plan de swing, le plan de moyen terme, c'est toujours d'être dans le sens de la tendance. Donc pour le moment, on privilégie les achats là-dessus, sachant qu'on est plutôt baissier sur le dollar, malgré le fait qu'il soit en tendance haussière, plutôt haussier sur l'eurodoll, malgré le fait qu'il soit en tendance haussière, mais j'espère en tendance baissière, mais j'espère que vous aurez compris que pour le moment, pour renforcer, pour reprendre des positions à l'achat sur l'eurodoll, il faut que l'eurodoll nous donne quand même de la matière. Et pour le moment, on n'a absolument pas de matière. On l'avait eu la semaine passée avec la Banque Centrale Européenne qui n'avait pas agi derrière. On met une grosse bougie impulsive. Il était en train de tout retracer. Donc encore une fois, attention. Et c'est aussi la conclusion que j'aimerais vous donner. Les enseignements, les leçons qu'il faut avoir vis-à-vis de ce qui s'est passé la semaine dernière sur la Banque Centrale Européenne. Pourquoi? Parce que si vous n'avez pas de plan, si vous ne savez pas qu'à 11,20 vous achetez, si vous êtes vendeur, qu'est-ce que vous faites? Eh ben vous soldez votre position à 11,50 et là vous dites ça part, ça part, ça part, vite, 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 j'achète. À 11,88, vous achetez à 11,88 et finalement c'est le poireau, c'est en train de retracer. Vous sortez votre position ici, vous reprenez une position à la vente parce que vous dites bah non c'est baissier. Et si jamais la Fed agit sur ses taux ou en tout cas fait quelque chose fait en sorte que le dollar se replie, l'euro-dollar va repartir, vous allez reclôturer vos positions à vente, etc. Donc vaut mieux, pour le moment, s'il n'y a pas de plan qui se déroule dans votre sens, selon votre vision des choses, ne pas être en position et attendre que ça se passe bien pour pouvoir prendre une position, que d'essayer d'être à chaque fois soit en position sur le marché, soit de réagir à chaud, parce que ces rendez-vous de banque centrale, vous savez qu'il y a deux acteurs qui influencent les marchés depuis le début de l'année. C'est bien évidemment, les banques centrales et les anticipations des banques centrales, Fed, BCE, etc. D'accord? Et deuxième chose, c'est Trump. Voilà. Donc à chaque fois, on arrive a posteriori en disant oui, non mais en fait, c'est parce que machin, il y a une avancée sur les discussions entre les États-Unis et la Chine. Non, mais en fait, la Chine va attendre la réélection de Trump en 2020 pour pouvoir faire quelque chose. Non, mais en fait, c'est parce que les marchés montent parce que Trump et la Chine
se sont appelés et ça a été plutôt cordial et ça s'est bien placé. Bref, ça c'est tout ça, c'est je peux pas dire des conneries, mais en tout cas, c'est des explications a posteriori. Donc avec ça, ça va pas vous aider à prendre une décision sur le marché. Donc vaut mieux travailler vos zones d'un point de vue technique et attendre que les signaux, sans s'emballer, sans paniquer, et attendre que les signaux se déclenchent enfin. Mais pour le moment, et ça va être un petit peu la conclusion de tout ça, vous prenez le CAC depuis le 1er juillet, voilà ce que ça donne. Ça donne un range de 100 points. Voilà. Donc soit vous travaillez là-dedans parce que vous attendez vos zones, et une fois que vous attendez vos zones, peu importe de savoir si c'est haussier, c'est baissier, machin, quelle est votre perspective dans une optique de swing de moyen terme, etc. Et vous travaillez là-dedans. Le jour où ça pète, comme ici, eh ben vous vous faites stopper, vous attendez, on réintègre, vous reprenez une position à la vente, on reprend ici, machin, etc. Bref, l'objectif, c'est pas ici de dire ce qu'il fallait faire, parce que moi, même, je ne l'ai pas fait. Je préfère, encore une fois, privilégier les signaux qu'on a eu la semaine passée pour le moment, l'impulsion baissière qu'on a eu en swing, en horaire, pardon, l'englobement de baissière sous les plus hauts annuels, que d'être collé à l'achat sur les plus hauts historiques, sur les indices américains, sur les plus hauts annuels, sur le CAC, enfin les plus hauts historiques également sur le CAC, hein, parce que je vous rappelle que le CAC, il n'y a pas les dividendes dedans, donc c'est le seul qui est calculé de cette manière-là. Donc je ne vais pas dire que le CAC ne retournera jamais à 7000, mais si le CAC est à 7000, ça veut dire que le dos est à 50 000, hein, pour un peu imager, pour faire simple, parce que le CAC 40 n'intègre pas les dividendes, donc c'est normal qu'il soit plus faible que les autres. Ok. Voilà pour moi. Le Bitcoin, il se passe rien. Donc pour répondre à ta question, Benjamin, bonjour à toi. Pour le moment, sur le Bitcoin, il se passe pas grand-chose. On était dans cette fameuse rampe de lancement que j'ai appelée depuis, je sais plus si j'en avais parlé ici ou pas, rampe de lancement que j'avais identifiée ici dans le courant de, allez, on va dire la fin de l'année 2017, pas très loin. C'était vers les 8000, vers les 7000, au moment où on avait Jamie Dimon. euh, qui avait annoncé que le Bitcoin c'était de la grosse arnaque. À 11 000 c'était de la grosse arnaque. À 15 000 c'était de la grosse arnaque. Et à 20 000, oh bah finalement, pardon, c'est pas ce que je voulais dire. En fait, il lance les contrats futurs sur les plus hauts. Voilà. Et derrière, finalement, ça s'est boité. Donc, bref, tout ça pour vous dire qu'on est dans une rampe de lancement. On était dans une rampe de lancement. Je l'avais annoncé, cette rampe de lancement ici, lorsqu'on était à 7005. 7005, 13 000. Pour le moment, sur le Bitcoin, bah, il se passe plus grand-chose. On va peut-être avoir une accalmie au moins cet été. Il n'y a pas mort d'homme pour le moment. On est en train de travailler des points bas. Il n'y a pas... voilà. Pour moi, il se passe pas vraiment grand-chose. Tant qu'on n'a pas de nouvelles impulsions, de nouveaux flux comme on a connu entre, allez, on va dire février, en tout cas plutôt avril et juin, il faut des grosses impulsions. On travaille les impulsions, on fait des phases de range. On travaille les impulsions, on fait des phases de range. On a eu la phase d'impulsion. Le range, on en est sorti par le bas pour le moment. Donc là, à mon avis, sur le Bitcoin, il faut tout simplement, je ne sais pas quelle est votre stratégie, si vous êtes déjà à l'achat, si tu es déjà à l'achat, Benjamin, si tu attends une nouvelle entrée, si tu veux te repositionner, te positionner, ou te dire si ça va monter ou si ça va baisser, ou si tu as déjà une position, de savoir s'il faut la lourder ou pas. Voilà, moi en tout cas, j'ai des positions sur le Bitcoin. Je ne les lâche pas pour le moment, je ne les renforce pas non plus, tout simplement parce que pour le moment, tant qu'on n'a pas de résistance qui sont d'un point de vue objectif, hein, ça c'est objectif, hein, il n'y a pas pour le moment de raison technique plus que ça de se repositionner là maintenant et d'en avoir tout le tour de la taille pour le moment. Voilà. Donc là, effectivement, il y a potentiellement des alertes à se mettre sur les 10 000, 10 500. Pour le moment, il ne se passe pas grand-chose de manière tout à fait objective. On a des impulsions haussières qui sont invalidées 3 jours après, qui sont effacées 3 jours après. Voilà. Donc on est sorti de cette espèce de rampe de lancement, entre guillemets. Alors c'était plus ou moins, hein, pour m'amuser, qui a quand même bien fonctionné une fois, deux fois, trois fois. La quatrième ne fonctionne pas. On a réintégré cette espèce de rampe de lancement. Donc pour le moment, sur le Bitcoin, pas grand-chose. Il y a peut-être une zone d'achat sur les 8500, 9000. Je pense encore une fois, sur ce type d'actif, enfin sur cet actif, si on peut appeler ça un actif, sur ce type de support,
Vaut mieux travailler bien évidemment dans le sens de l'impulsion, dans le sens de la tendance haussière pour le moment en daily, etc. Attendre des zones d'intervention pour le moment. Alors là, on en a une d'ailleurs hein, sur les 9000, 9003. Et d'essayer de travailler des signaux d'achat, des impulsions et de se placer dans le sens des impulsions. Tu sais très bien, Benjamin, que le Bitcoin travaille, travaille. Le Bitcoin est surtout composé d'impulsions, de fortes impulsions, et derrière il se passe plus rien. Forte impulsion, il se passe plus rien. Forte impulsion, il se passe plus rien, etc., etc. Donc en fait, il faut travailler dans cette optique-là et de se dire, ok, je vais pas chercher le point bas forcément, mais si j'ai l'impulsion, je me replace dedans. Comme ici, par exemple, tu vois, tu as une grosse impulsion, on est en train de péter les trucs et tout, ça tient, ça tient, ça tient, ça tient. Hop. Alors c'est très difficile de prendre le train en marche, mais il faut savoir que quand les cryptos et quand le Bitcoin est dans des impulsions, ça marche aussi de la même manière sur le pétrole, hein. C'est pour ça que moi, depuis le début de l'année, le pétrole, j'adore. Parce que le pétrole, dès que tu arrives sur une zone très très forte, alors j'en ai pas parlé là du pétrole, mais dès que tu arrives dans une zone très forte, le pétrole c'est simple, tu prends la position dans ta zone parce que tu as des prémices de signaux, et tout de suite, tu sais tout de suite le pétrole s'il va partir dans ton sens ou pas. Je vais pas dire c'est instantané, mais depuis le début de l'année, c'est absolument hallucinant. Je me suis jamais planté depuis le début de l'année. Je vais pas dire heureusement, mais parce que les zones sont très propres, les zones sont travaillées, et tout de suite, tout de suite, je vais pas dire dans l'heure qui suit, mais dans les d'ici le lendemain, maximum 2 jours après, ça part tout de suite. Et quand ça part vraiment violemment. Donc c'est pour ça que sur le Bitcoin, je vais pas dire que c'est la même chose que sur le pétrole parce que c'est absolument pas comparable, mais c'est un peu le même état d'esprit en tout cas que dans lequel je travaille et dans lequel je suis sur les cryptos et plus particulièrement sur le Bitcoin. C'est que dès que ça part et dès que tu as une impulsion, tu sais tout de suite si c'est un fake, si c'est un feu de paille ou si vraiment ça part derrière. Voilà. Donc c'est pour ça que, encore une fois, vaut peut-être mieux sur le Bitcoin attendre des zones et que ça parte derrière tout de suite. Tu vois, donc là par exemple, je vais mettre d'ailleurs avec toi une petite alerte ici. Mais pour le moment, tu vois, l'impulsion qu'on est en train de travailler, à mon avis, ça sert à rien de rester positionné plus longtemps que ça à l'achat si tu as travaillé cette zone des 9002, tu vois. Admettons, j'étais à l'achat de 9002, moi je pense que je serais pas, je vais pas dire serein, pas serein, mais en tout cas, pour moi l'impulsion pour le moment ne donne rien. Voilà. Voilà, messieurs, dames, 9h40. Merci à toutes et à tous. Je vous souhaite un bon mois de fin de juillet, un bon fin de juillet, bon début du mois d'août. Je sais pas si je serai là lundi prochain. Enfin, je serai là, mais je ne sais pas si je serai forcément disponible à 9h. En tout cas, je vous souhaite une bonne semaine de trading. Voilà, je vous ai exposé à peu près tout ce que j'allais faire cette semaine, tout ce que je fais déjà, que ce soit sur les principaux indices, sur les principales paires du Forex, l'eurodoll, le gold, le dollar. Attention la Fed, entre guillemets, alors ça ne veut pas dire grand-chose, faire attention, mais en tout cas, préparez vos plans en amont. Préparez vos plans en amont pour pas réagir à chaud et pas vous dire, bon, bah, je vais attendre mercredi soir 20h30, 21h, et si jamais ça monte, j'achète, si ça baisse, je vends. Je pense que c'est pas ça du tout qu'il faut faire. Je pense qu'il faut préparer le scénario idéal comme je l'ai fait la semaine dernière sur l'eurodoll. La semaine dernière, l'eurodoll, pour moi, le scénario idéal, c'était il se passe rien avant la BCE, on travaille un petit peu, on fait une petite Alerte mèche, déclenchée. ça tient les 11-20, derrière on relance en 4 heures, j'ai mon signal à 4 heures, bim, je prends ma position à l'achat à 11,35, à 11,35, à 11,80, je mets mon stop ABE, je vise un 13, un 14, bah tant pis, pour moi c'était le scénario idéal, indice de confiance 5 sur 5, j'y vais, à ce moment-là je charge, on va à 11,80, ok, j'ai cette objectivité, cette humilité de me dire, je mets mon stop ABE, on ne sait jamais, même si c'est quasiment sûr qu'on n'y revienne pas, on y revient, je sors, tant pis, c'est pas grave, je retravaille ma position. Voilà, c'était mon scénario, j'y suis allé. Je pense que c'est mieux de faire ça que de se dire je vends à 11 ou j'achète à 11,80 et du coup de se retrouver dans une situation merdique. Bonne journée, bonne semaine de trading et je vous dis à plus tard. Ciao, ciao.